Hello, hello! Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous verrez bien la vidéo, mais je me lance dans la thématique du jour qui est la suivante, l'impact de ton histoire, l'impact de ton vécu sur ton estime personnelle. Avant de me lancer dans la thématique du jour, je prends le temps de me présenter si tu tombes sur ma vidéo par hasard. Je suis Aude Mbongi, art thérapeute, coach et mentor self-love et j'aide les femmes afin qu'elles puissent s'autoriser à prendre leur place, afin qu'elles puissent se réconcilier avec leur corps, afin qu'elles, sans puissance, qu'elles puissent dévoiler leurs dons, leurs talents, leur potentiel pour créer leur best life. Je vous fais une rapide vidéo aujourd'hui parce que c'est les vacances et que nous avons prévu des activités avec mon fils. Mais voilà, j'apprends à prendre de la place dans mon business, transmettre mes messages, tout en ayant la vie de maman, le quotidien tralala. Et j'avais cette tendance à vouloir que tout soit parfait, mais du coup, les messages ne circulaient pas. Donc là, les messages vont circuler. Tu dois comprendre qu'il y a un lien étroit entre ton vécu, ton histoire, ce que tu as vécu dans le cadre de ton enfance, de ton adolescence et la manière dont aujourd'hui tu entres en relation avec la femme que tu es et donc l'estime personnelle que tu as construit tout au long de ton parcours. C'est un peu comme si, en fonction de notre histoire, on avait un terrain favorable ou défavorable qui va venir nourrir ce bagage, donc le bagage de l'estime personnelle. Et lorsque tu t'incarnes dans certaines familles, eh bien, tu vas être dans un terrain qui est favorable. Et lorsque tu vas t'incarner dans un autre type de famille, tu vas être dans un terrain plutôt défavorable. Et tu m'entends souvent dire que l'estime personnelle des femmes est abîmée par le système, par la société, par les médias, la presse, les réseaux sociaux. Mais dans la vidéo du jour, j'ai aussi envie de te faire comprendre que ton estime personnelle est aussi le fruit de ton histoire personnelle, de ton parcours de vie. Et ça, je trouvais que c'était important de transmettre le message parce que je le dis pas assez et ça me semble important. C'est un peu comme si tu te disais, tiens, je vais semer les graines d'une fleur que j'adore et que tu prenais une terre fertile, ultra fertile. Une terre qui est dans des bonnes conditions, qui a tous les nutriments nécessaires, qui reçoit la lumière du soleil, qui reçoit l'eau de la pluie, et donc qui peut s'épanouir et donc pousser et grandir. A contrario, si tu choisis une terre qui est pauvre en nutriments, qui est sèche, qui est aride, au sein de laquelle il n'y a pas de vers de terre, qui est pleine de pesticides, qui n'est pas suffisamment exposée à la lumière, qui ne reçoit pas suffisamment d'eau, mais forcément, la graine que tu vas planter n'aura pas la même qualité, n'aura pas la même croissance. C'est exactement la même chose pour ton estime personnelle. Ça veut dire qu'en fonction de ton histoire, en fonction de ton parcours, en fonction de ton vécu, eh bien, tu es venu nourrir cette estime personnelle. Mais il faut que tu comprennes que ce que tu es allé nourrir est aussi très en lien avec les failles, les traumas et les blessures que tu as été amené à vivre tout au long de ton histoire. Et je parle notamment durant ton enfance et ton adolescence, lorsque tu étais, je dirais, au cœur de ta famille et que tu ne vivais pas encore en autonomie. D'accord ? Et
Ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends conscience de ça, alors tu prends aussi conscience du fait que tu peux aller booster cette estime personnelle, tu peux aller réparer ce qui doit être réparé pour créer une meilleure relation avec toi-même. Mais c'est important que tu fasses ce lien et ce travail d'introspection entre voilà pourquoi aujourd'hui j'en suis là dans telle et telle situation. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais donner des exemples comme ça, voilà pourquoi aujourd'hui tu as du mal peut-être à t'affirmer, à prendre ta place. Parce que dans le cadre de ton histoire personnelle, tu as vécu des situations où on t'a diminué, où on t'a rabaissé, où on s'est peut-être moqué de toi, où on t'a peut-être humilié, où on t'a exclu. Il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi aujourd'hui tu as ces mécanismes limitants. D'accord? Au contraire, certaines femmes qu'on peut considérer comme étant hyper strong, hyper forte, hyper véhémente, hyper agressive. Si certaines femmes sont comme ça, et j'ai longtemps été comme ça, vraiment, j'ai longtemps été comme ça. Certaines femmes sont dans cette énergie, dans cette polarité masculine, mais je dirais une polarité masculine qui est un peu déviante. On n'est pas dans l'énergie masculine sacrée, on est dans l'énergie masculine énervée, tu vois, toxique, qui est sur la défensive en permanente. Et ben, il faut comprendre que derrière, il y a un mécanisme de défense et de protection. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, donc mes parents ont divorcé lorsque j'avais 2 ans. Et mon père a eu une autre femme. Il faut que j'aille creuser cette histoire parce que c'est très intéressant. Mais le fait est que une fois qu'il a rencontré cette autre femme et qu'il a reconstruit sa famille, j'ai été dans la posture comme une enfant illégitime. Alors que lorsqu'il a rencontré ma mère, c'était son épouse, ils se sont mariés, j'étais leur premier enfant, etc., etc. Mais il y a eu toute une histoire où ma mère a été dépossédée donc d'un certain nombre de choses, de ses biens. Donc la deuxième épouse de mon père s'est installée dans l'appartement que mes parents avaient acheté ensemble. Elle a récupéré les meubles que mes parents avaient achetés ensemble. Il y a eu tout un mécanisme en fait qui a consisté à faire comme si ma mère et moi, nous étions finalement des femmes de l'ombre, comme si ma mère avait été une amante et comme si j'avais été une enfant cachée, alors que pas du tout. Et par ailleurs, à cette histoire que je te livre, j'ai été amenée à vivre de la part de cette, je vais l'appeler marâtre parce que j'ai pas d'autre nom malheureusement à donner. J'ai vécu de la part de cette marâtre de la maltraitance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais chez mon père, j'étais confrontée à une femme dont l'objectif était de me nuire, de me réduire à néant, parce que tu connais l'ego blessé de certaines femmes. Lorsqu'elles voient l'enfant de l'homme qu'elles ont choisi, avec qui elles s'installent, elles voient cet enfant comme un affront. Elles voient cet enfant, à travers cet enfant, elles voient le passé de leur homme, elles voient aussi l'expression de l'amour passé avec la première épouse, la première compagne, et c'est trop violent pour elles, c'est trop compliqué pour elles à assumer, ça les énerve, ça les insécurise aussi, et je te dis, ça vient toucher leur ego blessé. Et vraiment, je trouve que les contes de fées sont extraordinaires pour ça. Et autant quand j'étais petite, je n'ai jamais rêvé d'être une princesse, autant les contes de fées m'ont fait un bien extraordinaire dans la dimension thérapeutique, parce qu'à chaque fois que je voyais les histoires de Cendrillon, de Blanche-Neige, et que je voyais ces marâtres, j'avais envie de les marave. Je t'ai dit, j'ai pas d'autre terme. J'avais envie de les marave. Je me disais, mais
Je te jure, ça faisait sortir un truc en moi. Et en même temps, ça venait guérir quelque chose en moi parce que je me disais, ah ouais, chaud, la petite Cendrillon, regarde et tout, regarde ce qu'elle est en train de vivre. Ou pareil, Blanche-Neige, regarde ce qu'elle est en train de vivre. Enfin, c'est quand même des dingueries. Les contes de fées de Cendrillon et Blanche-Neige, là, c'est les deux qui me viennent en tête. Ce sont quand même Cendrillon est la fille d'un riche notable. Son père, donc sa mère qui était formidable, décède. Son père se remarie. Jusque-là, tout va bien. Nous, les enfants, on veut le bonheur de nos parents. Donc, si vous vous remariez, nous, on est dedans, on vous soutient. Mais pourquoi les femmes, là, les deuxièmes épouses, là, les marâtres, pourquoi vous faites des dingueries comme ça? Jusqu'à vous allez traumatiser les enfants de quelqu'un. Vous traumatisez les enfants des hommes que vous aimez et vous prétendez aimer ces hommes-là. Là, c'est mon petit coup de gueule. C'est mon coup de gueule là aux marâtres, là, aux belles-mères, là. Vous traumatisez les enfants du monsieur que vous aimez et après vous dites que vous aimez ce monsieur. Mais si tu aimes un homme, tu aimes ses enfants. Si tu n'aimes pas ses enfants, donc tu n'aimes pas cet homme. Donc dans ce cas-là, tu vas chercher un homme qui n'a pas d'enfants. Et comme ça, tu fais tes enfants avec lui. Et tout le monde il est content et personne il a des traumas d'enfance. Tu vois ce que je vais te dire? Je suis obligée de vous parler comme si vous étiez des teubés, là, les marâtres. Là, je m'adresse aux marâtres. Je ne m'adresse pas aux autres, je m'adresse aux marâtres. C'est une petite dédicace aux marâtres. Là même, je suis énervée après vous. Si vous n'aimez pas les enfants des hommes que vous côtoyez, vous quittez ça. Allez vous trouver des hommes qui sont sans enfants et puis laissez les messieurs avec des enfants. Ils vont trouver des dames très gentilles qui vont aimer leurs enfants et puis ils seront heureux ensemble. Happy ends, girls. Donc, je passais mon petit coup de gueule aux marâtres. Et vous savez, les contes de fées sont dans le juste. Ce sont des histoires qui ont été écrites il y a longtemps, mais elles recèlent d'une vérité sur l'être humain, sur la fragilité, sur la médiocrité humaine qui est très intéressante. Voilà pourquoi je trouve que le conte, le fait de d'écrire et de conter et de raconter, c'est hyper puissant, c'est hyper libérateur. Ça donne beaucoup d'indicateurs sur les choses, ok? Donc, maintenant que je vous ai partagé un petit bout de mon histoire, donc moi, je l'ai vraiment vécu comme, ok, donc, on me traite comme si j'étais l'enfant illégitime alors que je suis le fruit d'un amour et d'un mariage. Ma mère a été dépossédée de ses biens. Mon père ne s'occupe plus de moi parce que, en gros, apparemment, je n'existe plus. Et les rares fois où je vais chez lui, je subis la maltraitance de sa femme. Et lorsque j'ai fini par dire cela, parce que c'est très compliqué quand tu es enfant de vivre ce type de situation. Mais je ferai des vidéos là-dessus parce que vraiment, et même si vous connaissez des associations, là je fais appel au cerveau collectif, si vous connaissez des associations qui défendent les enfants maltraités, vous m'envoyez des commentaires, vous m'envoyez des messages. Ma boîte mail, c'est lesambitieusecreatives@gmail.com. Vous m'envoyez un commentaire parce que vraiment, j'ai envie d'œuvrer dans ce sens pour avoir moi-même vécu ça. Je me dis, il y a un truc à faire. Tu vois, il y a un truc à faire. Je reprends le fil. Donc, ayant vécu toute cette histoire-là, lorsque j'ai décidé d'en parler à ma mère était à ce moment-là tellement fragilisée, tellement dépassée, tellement en état d'alerte et de survie parce que c'était une maman solo et qu'elle galérait à cette époque-là et que c'était chaud, que elle n'a pas posé d'action juridique. Et ça, si vous êtes aujourd'hui une maman et que votre enfant vous dit qu'il subit une maltraitance de la part d'un adulte, que ce soit à l'école, que ce soit au sport, que ce soit chez le papa, que ce soit dans la famille, vous posez une action en justice. Peu importe le résultat de cette action, mais symboliquement pour l'enfant, vous lui montrez que vous êtes son bouclier et vous lui montrez que vous êtes là pour le défendre. Quand tu poses une action en justice, tu dis à ton enfant, je t'ai entendu, je te crois, je te défends, je te soutiens et je vais au front pour combattre. Et je sais que c'est difficile d'être une maman solo. Moi-même, je suis dans ce cas. Je sais que c'est difficile d'être une maman solo. Je sais que tu es en surcharge mentale. Je sais que émotionnellement, c'est pas facile. Mais t'es une lionne. Et la lionne, ça défend ses enfants. Point final. On s'en bat les steaks que tes enfants, ils soient habillés en Nike, en ceci, qu'ils aient la petite coupe, le truc beau gosse. Ça, c'est du fake. Par contre, ton rôle, c'est de protéger tes enfants et c'est de les défendre. Peu importe ton état émotionnel, peu importe ta surcharge mentale, il se passe quelque chose,
tu défends tes enfants. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça évitera à tes enfants de se traîner des traumas. Ça évitera à tes enfants d'alimenter des rancœurs à ton égard. Ça évitera à tes enfants des heures et des heures de thérapie à chialer devant quelqu'un. Et je sais très bien de quoi je parle. Et ça évitera aussi de créer des nœuds émotionnels qui viennent s'engrammer dans le corps et qui potentiellement vont se transformer en maladie. Et là, encore une fois, je sais très bien de quoi je parle. Donc, tout ça, moi, je vous livre un petit bout de mon histoire. Franchement, je me mets à nu parce que je n'ai rien à vous cacher. Parce que je pense que c'est aussi important quand on est coach, quand on est mentor, quand on diffuse des messages, c'est important de parler de son histoire. C'est important que vous puissiez comprendre qui je suis, qu'est-ce que j'ai été amenée à vivre, pourquoi aujourd'hui je suis là, qu'est-ce qui m'a rendue plus forte, parce que cette histoire, elle m'a abîmée, mais elle m'a rendue putain de forte. Mais quand je vous dis putain de forte, c'était l'initiation l'initiation de la guerrière. je vous dis que j'ai longtemps été dans cet archétype de la guerrière, mais tu vois l'effet que cette histoire a eu sur moi, l'effet que mon histoire a eu sur moi, c'est que moi, très tôt, je suis devenue une meuf énervée. Très tôt, je suis devenue une meuf qui voulait défendre tout le monde. Très tôt, je suis devenue une meuf qui était dans le juste, qui était dans le droit, qui était dans ça c'est pas juste, ça c'est pas normal. Très tôt, j'ai ouvert ma bouche pour dénoncer ce qui me convenait pas. Très tôt, j'ai appris à dire ce que je pensais, même si ça déplaisait, même si ça dérangeait. Parce que, comme de par mon histoire, je n'ai pas été protégée et défendue par ma mère, et je ne lui en veux pas, elle n'était pas capable de ça à cette période-là de sa vie. Et ça fait partie de son histoire et de notre histoire. Et de l'autre côté, quand j'en ai parlé à mon père ne m'a pas cru. Mais ça, c'est chaud, hein. Quand ton père te croit pas, ou quand un adulte ne te croit pas, mais quand un de tes parents, tu lui racontes un truc et qu'il te croit pas, c'est très chaud. Donc quand vos enfants vous disent des choses, encore petit coup de gueule, écoutez-les et apprenez à les croire. Donc mon père ne m'a pas cru et il a pris la défense de sa femme. Mais quand je te dis que ça te pique, je sais pas si vous savez, là, normalement la relation là, parent-enfant, c'est une relation qui doit être très complice. Et les parents doivent protéger leurs enfants, encore plus un père. Mais quand vous voyez des pères qui ne protègent pas leurs enfants jusqu'à... Ils vont à ne pas les croire. Donc, ça veut dire que tu considères tes enfants comme des menteurs. Donc, ça, c'est chaud, tu vois. Et donc, moi, j'ai vraiment grandi avec la blessure d'abandon. Je vous invite à lire le livre de Lise Bourbeau à ce propos. La blessure d'injustice. Et aussi la sensation d'être illégitime, puisque mon père ne s'occupait pas de moi. Parce que, ok, tu peux te séparer, vous pouvez vous séparer en tant que couple, mais chacun s'occupe de ses enfants. Mais là, ça n'a pas été le cas. Et cette histoire, je dis cette histoire, tu vois, parce que je le mets à distance, mais mon histoire a eu cet effet sur mon estime personnelle, où à la fois extérieurement, j'étais hyper combative, hyper guerrière, dans une énergie j'étais dans une énergie, franchement, j'étais dans une énergie masculine, et j'étais dans une énergie masculine, franchement, je pense jusqu'à mes 32 ans, peut-être même jusqu'à mes 34 ans, j'en ai 36 aujourd'hui, donc j'ai été dans cette énergie pratiquement toute ma vie, parce que il fallait que je me défende, puisque personne ne me défendait, personne ne m'a jamais défendue, personne ne m'a jamais protégée. J'ai vécu dans cet environnement-là et j'ai assez vite compris qu'il fallait que je sois forte, il fallait que je me défende, il fallait que je sois en capacité de sortir l'épée, le bouclier, tout ce que tu veux. J'étais armée jusqu'aux dents. Armée jusqu'aux dents, je vous dis. À moi toute seule, j'étais une armée. Et ça, étrangement, à la fois, ça a eu un effet où j'ai beaucoup pris confiance en moi parce que je me suis dit, si je peux surmonter ça et si je peux être badass comme ça et si je peux ne pas me laisser faire et ne pas me laisser abîmer par les situations de vie où il y a de l'injustice, où il y a de la maltraitance, c'est stylé. Et en même temps, l'effet que ça a eu, sous-jacent, c'est l'impression, dans le côté blessure, hein, dans le côté blessure, mon histoire
est quand même venu impacter mon estime personnelle sur le volet, sur la question de la légitimité. Est-ce que je suis légitime à? Est-ce que je suis légitime à être aimée? Est-ce que je suis légitime à être protégée? Est-ce que je suis légitime à recevoir? Est-ce que... Voilà, ça a été ma blessure. Mais dans la polarité positive, ce que j'ai gagné, c'est une combativité, une détermination et une âme de guerrière. Même si aujourd'hui, je dis que je ne fais plus appel à cet archétype, à cette énergie de la guerrière, je sais que c'est en moi et je sais que au besoin, je peux faire appel à cet archétype-là et je sais que ma guerrière intérieure est ultra puissante. Et je sais qu'elle est ultra combative, et je sais qu'elle est ultra déterminée, et je sais qu'elle est tranchante, mais toujours dans le juste, et dans la bienveillance, et dans la protection d'elle-même et des autres. Tu vois? Donc, c'est intéressant que toi, tu puisses aller faire ce travail d'introspection par rapport à ton histoire personnelle. Et là, mon esprit n'est pas assez grand pour concevoir toutes les histoires personnelles des personnes qui regardent cette vidéo, mais prends le temps d'aller creuser dans ton histoire personnelle et de voir où sont les blessures, où sont les sentiments d'injustice, où se trouve l'insécurité, où se trouve la peur, où se trouve le manque. À quel moment de ta vie tu as ressenti tout ça et quels ont été les protagonistes, ton père, ta mère, tes sœurs, tes cousines, tes tantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les situations? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui ne s'est pas dit aussi? Parce que le silence, ça peut être très lourd, ça peut être très violent à recevoir. C'est quoi ton histoire? Et dans quelle mesure ton histoire est venue impacter ton estime personnelle? Dans quelle mesure c'est venu nourrir des ressources et des forces? Parce que ça vient nourrir des ressources et des forces qui émergent en toi. Parce que tu es dans un truc où tu dis, bon, c'est soit là je me laisse fracasser, soit je me relève et je défonce tout. Donc tu as cet instinct de vie qui va faire émerger face à ces situations des ressources, des potentialités, des capacités, des caractéristiques. Et dans le même temps, ton histoire personnelle va venir créer des failles qui vont venir impacter ton estime personnelle. Ce que tu dois comprendre aussi, c'est que en te faisant accompagner, en faisant des thérapies, en faisant de la PNL, de la sophrologie, de l'art-thérapie avec moi, en faisant aussi un travail avec un psychologue qui est spécialisé en transgénérationnel, tu vas avoir un soutien, tu vas avoir un espace qui est sécure pour te libérer, tu vois. Moi, je te parle aujourd'hui, je suis en mode gang, je te raconte mon histoire sans pleurer. Bon, j'ai la voix qui tremble un peu, mais je suis pas effondrée devant toi, mais c'est parce que j'ai fait putain d'heures de thérapie. Genre, ça se compte en années. Ça se compte en années. Ça se compte en années, le travail que j'ai fait. Et encore, c'est pas fini. Parce que des fois, il y a des remontées d'égout, là. Tu dis, wow! Mais ça sent pas bon. Mais je croyais que j'avais nettoyé tout ça, là. Mais pourquoi ça revient à la surface, là? Donc, tu vois, et moi, je sais que tout au long de ma vie, je me ferai accompagner, je me ferai coacher, je ferai des thérapies, il y a plein de choses qui m'intéressent. Là, en ce moment, je suis appelée par me faire accompagner en transgénérationnel et en breathwork. Oh, j'arrive jamais à le dire. Le breathwork. Bon, en fait, c'est un truc autour de la respiration. Donc ça m'appelle. Et ce qui m'appelle aussi, c'est de faire appel à une médium astrologue qui fasse mon thème astral. Voilà, je veux découvrir mon thème astral, j'ai découvert mon human design. Bon, voilà, il y a plein de choses comme ça qui m'appellent et qui viennent nourrir la compréhension que j'ai de moi-même, la compréhension que j'ai de mon histoire, la compréhension que j'ai de mes modes de pensée, de mes limites, etc., etc., etc. Plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas libérer tes émotions, plus tu vas être en paix avec ton histoire et plus tu vas aller booster ton estime personnelle. Mais ça, c'est un travail de fond. Tu vois, c'est pas, encore une fois, je vais le dire, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est un travail de fond. Et tu n'es pas déterminé par ton histoire personnelle et par tes traumas. Et ça, c'est vraiment aussi ce que j'aimerais te partager. Ce sera toujours en toi. Ça fera partie de ton histoire. Mais tu n'es pas obligé de continuer à souffrir. Voilà, tu n'es pas obligé de continuer à souffrir de ton histoire personnelle. Tu peux faire face à cette histoire, tu peux revisiter certains moments de ta vie
et tu peux par la suite les mettre en distance. Moi, pour t'aider, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Soul Rewriting. Je n'en parle pas beaucoup. C'est un accompagnement qui, à mon sens, ne s'adresse pas à tout le monde. Donc, je pense que je vais faire des candidatures. Je vais faire un questionnaire de candidature parce que Soul Rewriting, ça va être pour toi une expérience ultra forte. Je mets mes compétences et mon expertise d'auteur et d'art thérapeute pour réécrire ton histoire. Donc en fait, Soul Rewriting, je te crée un conte initiatique. Voilà pourquoi je suis fascinée par les contes de fées, par les contes à l'ancienne, par l'oralité, parce qu'il y a des perles de sagesse, parce qu'il y a aussi la capacité à se réinventer, à se raconter autrement, à réécrire son histoire et à devenir l'héroïne consciente de son histoire qui ne subit plus. Tant que tu continues à être impacté par ton histoire, tu l'as subie. Mais quand tu revisites ton histoire pour la regarder sous un autre angle, pour libérer l'émotionnel, pour prendre de la distance et pour aller réécrire cette histoire, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça qui m'intéresse à travers Soul Rewriting. Je mettrai le lien plus tard en dessous de la vidéo. Mais en fait, pendant que je vous parle, je me rends compte que Soul Rewriting, je dois faire des candidatures parce que c'est ultra puissant. On a plusieurs séances, on a 2 séances ensemble. Une première séance où on échange, tu me racontes ton histoire, tu me parles, en fait, tu viens, tu déposes ton paquet. Tu vois. Donc même pour moi, c'est une charge énergétique qui est forte parce que tu me racontes ton histoire avec les zones d'ombre, avec les zones de lumière. Et donc, moi, je suis spectatrice de ça. Et ensuite, on va choisir ensemble le nœud, j'appelle ça le nœud de l'enfance ou le nœud de l'adolescence. En tout cas, le moment qui t'a vraiment marqué. On choisit ce moment-là, ensemble, on fait ensemble. Et à partir de là, je vais te créer un conte initiatique. Je vais te créer un conte initiatique. Je vais réécrire ton histoire. Donc, il va y avoir de la symbolique, il va y avoir de la créativité. Je me laisse inspirer, je rentre en méditation, je prends le temps de voir quel univers vient à moi. C'est inédit. Personne ne fait ça. Voilà, retourne Internet, personne ne fait ça. Et je te crée ton conte initiatique de 3 à 5 pages. Je te l'envoie. Et ensuite, on a une dernière séance où on échange sur ce que tu as ressenti en recevant ton conte initiatique, en lisant ta propre histoire, en lisant l'histoire réécrite. Donc, c'est tout ce que je voulais vous partager. La vidéo est quand même un peu longue. Bon, voilà ma tête. Hier, vous m'avez vu en train de défaire mes nattes. Donc là, mes cheveux ont poussé. Là, voilà ma tête sans les nattes. J'ai fait le premier jet de soins avec de l'huile. Là, je m'en vais acheter d'autres produits pour me coiffer, pour faire la suite des soins, tout ça. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos rêves. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de vos émotions. Si vous avez envie de vous faire accompagner par moi dans le cadre d'un coaching privé, il y a le coaching en puissance RES. On est sur un échange qui est rapide, mais qui déjà va impulser une transformation. Il y a mon programme en ligne Body Love. Et sur les autres accompagnements, je ne vais pas en parler parce que pareil, je pense que Mon corps et moi et Femme Phoenix, ce sera sous candidature. Parce que ce sont des accompagnements en one-on-one qui sont costauds, qui ne s'adressent pas à tout le monde. Et donc voilà, pendant que je parle avec vous, là, je suis en train de réagencer dans ma tête. Mais ça fait depuis octobre 2023, je ne fais que de réagencer mon business. Tout est en train de se déconstruire, de se reconstruire. Donc, c'est un peu bordel, mais c'est comme ça qu'on structure les choses. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.